Donc je vais demander pour la suite de la présentation donc, à Lilian Schwartz de bien vouloir venir présenter les résultats d'un essai. Alors en l'occurrence, on n'est pas encore à la phase de résultat. Hein. Vous allez voir qu'on est dans une phase d'un essai qui a été financé, mais Lilian vous racontera tout ça, d'un essai qui a été designé par French et par d'autres groupes d'ailleurs qui se sont ralliés derrière, notamment des groupes d'oncologie médicale, hein, et notamment le groupe Prodige qui associe, comme vous le savez, la Fédération française de cancérologie et la Fédération des luttes de centres de lutte contre le cancer. Et l'idée est très originale, c'est de trouver un traitement en néoadjuvant dans le cancer du pancréas. Et je vais donc laisser Lilian présenter son essai. Merci. Alors bonjour, donc j'ai une nouvelle fois l'honneur de venir parler ici, donc ça commence à faire la troisième fois, donc c'est très impressionnant une nouvelle fois. Donc juste pour les principaux, pour fixer le contexte, on va parler d'adénocarcinome du pancréas résecable, avec tout d'abord l'épidémiologie pour voir finalement qui ça concerne, quel effectif de patients en France. Donc 8 à 12 000 nouveaux cas par an en France en 2012. Ces données ont été mises à jour grâce aux données du PMSI par l'équipe de Beaujon au GIFOD cette année. Et finalement un traitement chirurgical pourra être proposé à ces patients pour finalement 5% d'entre eux, 5 à 10% d'entre eux, pour les lésions résécables d'emblée. Donc 1000 à 1500 patients présentent au moment du diagnostic une lésion adénocarcinomateuse pancréatique résécable. Le point essentiel, comment définit-on la résécabilité? Finalement, c'est l'obtention d'une marge saine, R0. Donc quand vous prenez en considération les travaux internationaux, mais en particulier de Jean-Robert Delperro, c'est pas si simple d'obtenir une marge R0 pour l'adénocarcinome du pancréas lorsque ces marges sont analysées de manière précise grâce à l'ancrage en particulier et aux techniques standardisées anatomopathologiques. Ensuite, la résécabilité est évaluée sur le plan loco-régional grâce aux approches scanographiques modernes et également, une nouvelle fois, une analyse standardisée. Donc, est considéré comme résécable selon la classification du NCCN, qui est l'organisation de la recherche contre le cancer aux États-Unis, et c'est la définition qui est admise sur laquelle se sont basées les 3 études françaises en cours ou qui vont bientôt inclure, à savoir Néopan pour le cancer localement avancé géré par M. Ducreux à l'IGR, le protocole PANDA pour les lésions borderline géré par M. Conroy à Nancy, ou les lésions résécables, donc un envahissement veineux de moins de 180, une circonférence de moins de 180 degrés, sans irrégularités du calibre veineux et sans atteinte artérielle. Et donc là se positionne l'étude Panache dont je vais vous parler un petit peu ultérieurement, qui va avoir pour intérêt d'évaluer le traitement néoadjuvant dans ce contexte. Alors la prise en charge standard à l'heure actuelle, donc il y a énormément d'évolution de pratique entre 90 et 2015, donc l'imagerie, donc pour le diagnostic initial, les prises en charge de drainage et de modifications de pratique dans le cadre de ce drainage biliaire, l'approche laparoscopique, les nouvelles modalités, l'intérêt à l'heure actuelle des résections vasculaires dans ce contexte de lésions borderline ou localement avancées après traitement d'induction, les réponses aux questions de l'intérêt de la lymphadenectomie étendue, etc., etc. Donc les pratiques ont beaucoup évolué, mais les traitements post-opératoires, périopératoires en termes de chimiothérapie ou de radiochimiothérapie ne sont pas encore si clairs, d'où l'intérêt des 3 études dont je vous ai parlé précédemment. Les résultats en termes de survie pour ces patients, de survie tout d'abord sans récidive, donc il y a plus de 40% de patients qui récidivent à 1 an, donc c'est les données des études anciennes multicentriques randomisées, donc de la Conco et de l'ESPAC en particulier, et plus de 25%, donc ça c'est la récidive à 1 an, et un taux de survie global à 5 ans de 21%, et éventuellement on peut aller au-delà, comme je vais vous le montrer, au travers d'études néoadjuvantes, mais essentiellement monocentriques. Donc comment progresser et quelles sont les alternatives thérapeutiques? Alors on pourrait optimiser les thérapies adjuvantes, donc c'est la question qu'oppose le protocole Prodige 19 qui évalue l'intérêt d'une chimiothérapie adjuvante par folfirinox comparativement à la gemcitabine. La question à nouveau sur la table de la radiochimiothérapie adjuvante,
adjuvante, avec les nouveaux résultats des études américaines qui reposent la question. Donc je pense que dans les années à venir, on entendra reparler. Et également la thérapie personnalisée basée sur l'analyse anatomopathologique. Et ça, c'est encore de l'ordre du futur proche bien sûr, mais de l'ordre du futur. Concernant les thérapies néoadjuvantes, donc il y a d'une part l'étude de FOLFIRINOX qu'on propose, donc je parlerai ultérieurement, l'étude NEOPAC, qui est un essai suisse qui évalue l'intérêt de l'association gemcitabine oxaliplatine en néoadjuvant, et les questions des radiochimiothérapies néoadjuvantes et également des thérapies personnalisées. Donc pourquoi et quel pourrait être, nous on s'est focalisé sur le traitement néoadjuvant comme alternative au traitement de référence qui est à l'heure actuelle la gemcitabine en adjuvant de l'exérèse carcinologique de l'adénocarcinome du pancréas. Donc pourquoi le néoadjuvant? Parce que finalement ça a déjà été validé dans d'autres organes. Comme vous l'aviez dit, nombreux d'entre vous ont participé à la validation de ces données dans l'estomac, dans le rectum, dans l'œsophage, mais également dans la question se pose pour le côlon non métastatique. Donc pourquoi pas pour le pancréas finalement, surtout que de nombreuses équipes s'y étaient intéressées au cours des dernières années. Et il y a eu un dynamisme français sans qu'aucune étude multicentrique randomisée n'ait pu naître. Et c'est en particulier l'équipe de Jean-Robert Delperot avec M. Moutardier qui avait travaillé sur ce sujet en France. Et les dernières publiées, finalement, c'est les données du MD Anderson avec 2 essais en 2008 dans le JCO qui montraient des survies globales à plus de 30 mois, finalement, qui dépassent un petit peu les données de la littérature sur le traitement adjuvant. Alors, quels sont les autres intérêts qu'on peut souligner ? Tout d'abord, et c'est le point clé, et comme vous le verrez, c'est un des critères de jugement de notre étude, c'est l'amélioration de l'accessibilité aux traitements complémentaires. Pourquoi? Car à l'heure actuelle, la chimiothérapie adjuvante ne peut être administrée qu'à 40-50% des patients, ce qui n'est pas le cas du traitement néoadjuvant qui est administré en préopératoire, augmentant finalement l'accès pour ces patients à une séquence thérapeutique complète associant la chirurgie à un traitement médical par chimio ou radiochimiothérapie. Parallèlement à cela, on peut prendre en considération l'intérêt de l'histologie préopératoire avec la notion de traitement adapté au profil tumoral et le futur proche avec les big data et donc les collections de données cliniques et biologiques pour finalement envisager un traitement personnalisé selon le profil tumoral du patient. Il faut également prendre en considération le monitoring et l'histoire de la maladie avec des progressions rapides et sélectionner finalement les bons candidats en partant du principe que certains auteurs et certaines études ont mis en évidence et se posent la question que l'adénocarcinome du pancréas doit être considéré comme une maladie métastatique d'emblée en raison de la progression rapide métastatique post-opératoire. Et pour finir, le contrôle local et micrométastatique de la maladie a été mis en évidence d'une part par l'étude de M. Conroy avec un contrôle de la maladie par le FOLFIRINOX de 30% et des résultats importants en termes de régression du tumoral loco-régional, un downstaging et un downsizing mis en évidence par une étude française menée par l'AGO et publiée par Antonio Ciacugna et Jean-Baptiste Bachet, et également une équipe italienne qui montre des taux d'envahissement ganglionnaire très restreints et des marges envahies de manière également très diminuée, d'où l'intérêt de ce traitement préopératoire d'induction ou néoadjuvant dans le contrôle local de la maladie. Donc ce que je voulais souligner, c'est que comparativement au traitement néoadjuvant, on peut envisager pour le traitement néoadjuvant un traitement complet, c'est-à-dire l'administration d'une séquence thérapeutique complète, chirurgie plus chimiothérapie, dans 66 à 74% des cas. Concernant la chimiothérapie adjuvante ou le traitement adjuvant, lorsque l'on prend en considération la découverte d'une extension péritonéale ou hépatique qui n'a pas été diagnostiquée au départ de la prise en charge finalement en intention de traiter, on passe à un pourcentage de traitement complet dans 40 à 50%. D'où l'intérêt de cette étude qui a été développée grâce à la Fédération de recherche en chirurgie. On a travaillé
pendant 3 ans sur ce projet qui a finalement été financé au PHRC Cancer en 2014 et dont l'objectif principal est d'évaluer l'efficacité et la tolérance de 2 modalités de traitement néoadjuvant, qui sont le FOLFIRINOX d'une part et le FOLFOX, donc 5-FU-oxaliplatine d'autre part, comparativement au traitement contrôle dont j'ai parlé précédemment, qui est la chirurgie puis chimiothérapie adjuvante par gemcitabine. Le critère de jugement principal est un co-critère de jugement associant la survie globale à 1 an au pourcentage de patients bénéficiant d'une séquence thérapeutique complète. Alors, la séquence thérapeutique complète est définie par plus de 2 cycles de chimiothérapie néoadjuvante sur les 4 proposés dans le bras néoadjuvant et plus de 4 cycles de chimiothérapie adjuvante sur les 6 proposés en tous les cas. Enfin, tout dépend de la modalité de chimiothérapie. En tous les cas, 75% du traitement néoadjuvant, tout dépend si on parle de gemcitabine ou 5-fluorouracil dans le traitement adjuvant que les patients recevront. Les hypothèses pour calculer l'effectif ont été celles-ci, à savoir que la survie globale dans le bras de référence à 1 an est de 70% et la survie globale espérée, l'hypothèse 1, est donc de 85% dans les 2 bras néoadjuvants, et la faisabilité, c'est-à-dire l'accessibilité au traitement complet, est de 75% dans le bras néoadjuvant contre 55% dans le bras contrôle. Un effectif de 160 malades répartis en 3 bras, donc FOLFIRINOX 64 patients, FOLFOX 64 patients, et le bras standard, il s'agit d'une phase 2, permettra simplement de valider l'hypothèse initiale, l'hypothèse 0. Alors, les critères d'inclusion, donc c'est un adénocarcinome du pancréas avec une confirmation diagnostique initiale, donc ce qui va modifier un petit peu les prises en charge, sachant qu'aujourd'hui il n'y a pas de nécessité de diagnostic préopératoire lorsqu'on opère l'adénocarcinome du pancréas, qui est suspecté sur le plan radiologique, et les critères de définition bien précises respectant les données dont je vous ai parlé, à savoir les classifications du NCCN 2015, pour lesquelles les promoteurs des études, que ce soit PANDA, Néopan ou PANACH, se sont mis d'accord pour se différencier les indications en termes de résécabilité pour ces 3 essais. Le design de l'étude est celui-ci, à savoir donc un scanner initial de qualité selon les recommandations de la Société de radiologie française, une écho-endoscopie avec cytoponction ou microbiopsie pour l'obtention du diagnostic. Une fois le diagnostic confirmé, une randomisation en 3 bras, dont je vous ai parlé préalablement. Dans le bras FOLFIRINOX et dans le bras FOLFOX, à nouveau un changement, à savoir la nécessité d'un drainage biliaire systématique en raison de la toxicité possible et théorique. Possible en tout cas pour le FOLFIRINOX, aucun oncologue n'administrera de FOLFIRINOX lorsque le taux de bilirubine sera plus de 1,5 fois la normale, et dans le bras FOLFOX, bien que certains oncologues disent pouvoir le faire, nous avons considéré le drainage biliaire comme quasi systématique, et avec donc l'administration de 4 cycles de chimiothérapie néoadjuvante suivi d'un geste chirurgical complété par une chimiothérapie adjuvante à laquelle on soustraira les 4 cycles administrés en préopératoire. Actuellement, donc l'étude n'a pas commencé. Il y aura 27 patients analysés au cours des 12 premiers mois pour réaliser l'analyse intermédiaire, et le suivi sera de 3 ans après l'inclusion du dernier patient. Je vous remercie de votre attention. Merci. Simplement, on vous demandera de revenir dans quelques temps pour nous dire quels sont les résultats qu'on attend d'ailleurs avec beaucoup d'impatience. Je crois que le commentateur est Antonio Sacuna. Tout d'abord, merci Lilian. Alors, je voulais souligner, cette étude illustre bien que d'une part, il faut avoir quelqu'un qui a une ambition et qui surtout est obstiné pour mener une étude de ce type à bien. Et puis l'importance d'avoir derrière une association comme French qui permet de corriger
le tir, d'améliorer le projet et puis de permettre que les oncologues en particulier adhèrent à un projet comme celui-là. Et donc c'est un travail qui illustre encore une fois l'intérêt de l'association de recherche en chirurgie. Alors, le cancer du pancréas, on vous a montré des chiffres, Lilian vous a montré des chiffres. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'incidence est en croissance depuis plusieurs années en France, que depuis les années 2010, il y a une incidence qui augmente de 5% par an en France, que ce qui est prévu, il y a des papiers qui ont été publiés sur des prévisions de chiffres aux États-Unis, mais aussi en Europe. Actuellement, en 2010, il y avait 40 000 nouveaux cas de cancer du pancréas aux États-Unis. Il est prévu qu'en 2030, il y en a 80 000 nouveaux cas par an, que le cancer du pancréas va représenter à partir des années 2020 la deuxième cause de décès par cancer, aussi bien chez l'homme et chez la femme, ce qui fait qu'il y a au niveau français et européen pas mal d'actions qui sont menées pour essayer d'améliorer la prise en charge de ces cancers. Et il est clair que les résultats de la chirurgie actuellement sont pas satisfaisants, et cet essai de traitement néoadjuvant va nous permettre peut-être d'améliorer, en tout cas d'évaluer une stratégie qui jusqu'à présent n'était pas évaluée dans ce type de cancer du pancréas, à la fois par la réticence des chirurgiens à traiter un malade qui était opérable et donc se dire que ce malade allait devenir non opérable et donc échapper à la chirurgie, et d'autre part par des oncologues qui, malgré tout, ne pouvant pas proposer grand-chose comme chimiothérapie, avaient aussi une certaine limitation à entrer dans des traitements néoadjuvants. Tu l'as bien montré, mais je voudrais que tu reprécises cela. A priori, avec un traitement par FOLFIRINOX, combien de patients vont échapper à la résection alors qu'ils sont résécables d'emblée? Ce qui est envisagé, c'est que 10 à 25% des patients pourraient ne pas être traités en intention de traiter, c'est-à-dire être amenés à la résection chirurgicale. Donc voilà, on aurait 75% de patients traités. Donc ce qui est important de voir, c'est que si on prend les données des patients qui ont une lésion borderline, c'est-à-dire avec envahissement vasculaire, à l'heure actuelle, avec ces traitements, cette modalité de traitement d'induction par chimiothérapie première, ce traitement nous permet d'opérer 40 à 50% des patients qui initialement devaient être considérés comme non résécables R0. Et donc là, à l'heure actuelle, l'objectif est d'amener 75 à 85% en borne haute à un traitement curatif. Mon deuxième commentaire est sur la place de la radiothérapie dans le traitement néoadjuvant des formes traitement néoadjuvant, donc formes résécables d'emblée. Pourquoi on n'a pas mis de bras, ou on n'a pas testé de bras de radiothérapie non. On n'a pas mis parce que finalement là on a un contrôle, le contrôle local ne doit pas être à privilégier. Il sera de toute façon, la lésion devrait être contrôlée par la chimiothérapie néoadjuvante, mais il n'y a pas besoin d'optimiser le traitement par un complément de radiochimiothérapie. Ce qu'on veut finalement évaluer par ce test, un contrôle de la maladie locale, mais également l'évolution et le profil évolutif tumoral à distance. Par contre, donc, on considère à l'heure actuelle que pour les lésions résécables, la radiochimiothérapie complémentaire n'a pas d'intérêt sur le plan oncologique. Il pourrait être discuté d'administrer un traitement par radiochimiothérapie ou complément de radiothérapie pour les complications chirurgicales finalement. Parce qu'on observe que chez les patients qui ont été traités par radiochimiothérapie préopératoire, le taux de fistule pancréatique est fortement diminué, ce qui pourrait finalement amener à une optimisation des résultats sur le plan oncologique par la limitation des complications chirurgicales induites par ce traitement. Donc c'est une évolution secondaire, mais ce sera un impact carcinologique secondaire, mais qui peut être pris en considération. Mon dernier commentaire, c'est juste pour espérer que
comme pour les autres études de French, on puisse inclure rapidement des malades et que les centres fassent l'effort d'inclure aussi rapidement que dans les autres études et d'avoir une réponse rapide pour ce projet qui est important. Merci. Merci. Je voulais rappeler qu'à l'Académie, il y a environ 3 ans, nous avions intitulé une séance « Cancer du pancréas, lueur d'espoir ». Je vois que cette lueur n'est pas encore devenue une lumière aveuglante, mais nous sommes sur le bon chemin, ça va venir. On en avait parlé. Merci. Y a-t-il des questions ? Oui, ma question a trait à l'allusion que vous avez faite à l'augmentation impressionnante du nombre de cancers du pancréas dans le monde. Et vous avez cité en particulier l'exemple des États-Unis. A-t-on une explication à cette augmentation ? Est-elle d'origine nutritionnelle, pollution, car nous savons maintenant que dans certaines régions du monde, les enfants sont plus particulièrement affectés par un type de pollution qui crée tel type de tumeur. Alors pour le pancréas, a-t-on une information ? Il y a donc les critères habituels, le tabac, etc. Mais là, le point principal, c'est le syndrome métabolique. Donc c'est l'obésité et le syndrome métabolique. D'autres questions ? Non. Donc on en reste là pour cette fois-ci, en espérant que dans les années à venir, les choses vont encore s'améliorer. Alors nous... Donc merci beaucoup Lilian.